Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Auditeurs d'Ifriqiya FM, vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission santé, 26 minutes questions et réponses. Et c'est avec notre infectiologue Ilyes Khamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, et surtout comment va la santé? Ça va, merci. Tranquille. Alors aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est d'actualité. Et l'actualité en Afrique concernant tout ce qui est médecine, et bien c'est la variole du singe qui est en anglais appelée monkeypox et qui fait brutalement éruption sur la scène internationale et en Afrique. Donc rebaptisée Mpox par l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie est causée par un virus appartenant à la même famille que celui de la variole. Donc donnons un petit historique. Donc officiellement déclarée éradiquée en 1979 grâce à la vaccination. Et comme la variole, elle se traduit par de la fièvre et une éruption cutanée, quoique moins sévère. Donc docteur, dites-nous davantage. D'abord, c'est quoi? Que faut-il savoir sur la variole du singe ou le monkeypox? Alors déjà avant de parler de variole du singe, déjà on va parler brièvement de la variole tout court. D'accord. Alors la variole, c'est une maladie virale historique. C'est comme la lèpre un peu, sauf que la lèpre n'a pas disparu. La variole, c'est un succès immense pour la santé humaine, pour la science humaine, c'est que de l'avoir éradiquée. Quand on dit éradiquer, ça veut dire l'éliminer sur la terre entière, c'est-à-dire tout le monde n'a plus de variole. Ça a été déclaré éradiqué en 1979. Notre génération ne connaît pas la variole, contrairement à nos parents, à nos grands-parents, parce que grâce à la vaccination contre la variole. Alors la variole, c'est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique, due à un poxvirus. La variole, ça vient du latin variola, qui veut dire petite pustule, parce que c'est une maladie qui est caractérisée par des boutons. C'est au-delà de la fièvre, au-delà de l'aspect un peu grave de la maladie qui peut tuer. C'est surtout cet aspect boutonneux, ça ressemble un peu à la varicelle, mais les boutons sont un peu plus gros. Ça a été déclaré éradiqué en 1980 grâce à la campagne de vaccination mondiale. Donc nos parents ont été vaccinés contre la variole. Les gens qui sont nés après les années c'est-à-dire 79-80, ne sont pas vaccinés contre la variole parce que la variole a été éradiquée. Donc ça c'est pour la variole. Pour la variole du singe, pourquoi on en parle? Parce que c'est une question d'actualité. Là on parle plus de 1979, de 1980, on parle de 2024, du mois d'août de 2024, parce que l'Afrique, notre cher continent, vit une grande épidémie de variole du singe. Une recrudescence surtout. Une recrudescence depuis 2022. Mais actuellement, les chiffres, on va les donner après, sont hallucinants. Alors la variole du singe, ou qu'on appelle la variole simienne, ou l'orthopoxvirose simienne, ou infection à virus monkeypox, ou désormais ce qu'on appelle l'OMS pour simplifier la Mpox. Donc c'est une zoonose, et à chaque fois dans nos émissions on parle de zoonose, qui est une maladie qui est généralement transmise de l'animal à l'être humain. C'est comme la Covid-19 qui est partie d'une chauve-souris. Donc c'est une zoonose qui est due à un virus, un cousin de la variole qu'on connaissait avant. C'est pour ça on dit variole du singe. C'est pas la même maladie, mais c'est un virus qui ressemble au virus éradiqué. Et actuellement, malheureusement, on vit une recrudescence, une grande épidémie, notamment en Afrique centrale et en Afrique australe. Et donc avant de revenir sur l'actualité, les chiffres docteur, le plus important c'est de savoir aussi la cause, le monkeypox ou variole du singe est causée par quoi? Quel est l'agent causal de la variole du singe? Alors c'est très simple, c'est un virus qui a été découvert au Congo principalement. La maladie elle est endémique, principalement dans les forêts du centre de l'Afrique tropicale. Surtout l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, il peut se transmettre à l'humain et causer un syndrome dont les manifestations cliniques sont très variables. Ça peut aller de la forme asymptomatique jusqu'aux formes les plus graves, les plus sévères, avec un décès qui est de 1 à 3,6%.
Actuellement, le taux de décès, il est de 3%. Alors les auditeurs, ils vont dire 3%, c'est pas beaucoup, mais ça dépend du nombre des malades. La Covid-19, le taux de décès était à peu près de 1%. Mais tellement on avait des centaines de millions de cas, donc on avait automatiquement beaucoup de décès. C'est ce qu'on vit actuellement. L'Ebola, par exemple, le taux de décès, il est de 30 à 40%. Mais heureusement qu'on n'a pas beaucoup de cas d'Ebola. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une mortalité importante. Mais actuellement, malheureusement, vu l'explosion du nombre de cas, même si c'est une maladie qui a un taux de décès qui n'est pas très très important, mais vu le nombre important de cas, automatiquement, on a actuellement beaucoup de décès malheureusement. Et comment on l'attrape, docteur? Alors, vu que c'est une zoonose, donc la transmission initiale, la première transmission a été faite à partir d'animaux sauvages, notamment des singes, mais pas que, vers l'homme, soit un contact direct avec les liquides biologiques, donc tout ce qui est sang, tout ce qui est sueur, tout ce qui est fluide biologique, à partir des singes, mais aussi d'autres animaux comme les rongeurs sauvages. Donc au début, c'est un contact avec les animaux sauvages, donc suite à des mouvements de déforestation, d'urbanisation, etc. Et malheureusement, après, c'est devenu une maladie humaine, donc avec des transmissions interhumaines. Et c'est là où il y a la gravité de la maladie. C'est comme pour la Covid-19. Hein. Au début, c'était un contact peut-être avec une chauve-souris, peut-être avec un pergolin. Après, c'est devenu une maladie humaine, où ça se transmet entre les êtres humains. Les premiers cas humains ont été décrits en 1970 en République démocratique du Congo, qui vit actuellement une recrudescence. Le nombre de cas et des épidémies semble augmenter en Afrique depuis 2000. Sûrement du fait de l'interruption de la vaccination antivariolique, parce qu'on a dit que ça s'est arrêté en 1980, mais aussi à ces mouvements de déforestation, d'urbanisation, de contact avec les animaux. Et actuellement, malheureusement, on vit une épidémie. Voilà. Et à l'origine, docteur, vous venez de parler, donc les malades étaient contaminés par des animaux infectés. La nouvelle souche de variole du singe se transmet d'homme à homme. Pourquoi? En fait, la maladie a toujours été transmise d'homme à homme. Le singe, le virus de la variole du singe a été découvert en 1958 au Danemark. Donc le virus a été découvert au Danemark à partir de lésions, d'éruptions, donc de lésions cutanées qui sont survenues sur des singes, donc des macaques en captivité. Puis, vous savez, les virus, ça mute, ça change et c'est devenu une maladie interhumaine et c'est là la dangerosité de la maladie, parce que si c'était une maladie uniquement animale, ça serait des professions qui auraient été exposées, comme des gardes forestiers, comme des vétérinaires, etc. Là, le premier cas humain a été découvert en 1970, donc dans au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, et c'était un enfant d'un village, donc c'est devenu des cas humains au début, et puis le virus a muté et on a eu des cas interhumains. Donc là, actuellement, pas actuellement, c'est-à-dire ça fait quelques années où le virus, on n'a plus besoin d'animaux sauvages pour être contaminé. Un être humain malade peut contaminer un être humain sain. Maintenant, parlons des tout premiers signes, docteur. Comment ça se présente? Qu'est-ce qui nous fait soupçonner une variole du singe? Alors, c'est très compliqué parce que cliniquement, le début, c'est 7 à 14 jours après la transmission. Au début, c'est comme tout ce qu'on appelle les syndromes pseudo-grippaux. Donc au début, il n'y a aucun signe? Il n'y a aucun signe spécifique. Fièvre, courbature, maux de tête, fatigue, ça ressemble au signe de la grippe, ça ressemble au signe de la Covid-19. À ce stade-là, à moins qu'on ait l'information que cette personne a été en contact avec un cas, on peut pas faire le diagnostic. Un médecin ne peut pas faire le diagnostic. Maintenant, les symptômes apparaissent après qui vont nous orienter vers le diagnostic. C'est les adénopathies, donc c'est les gonflements des ganglions, surtout au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, dans ce qu'on appelle des adénopathies. Puis, là, le signe le plus évident, c'est l'éruption cutanée. Donc, généralement, 2 jours après, ça peut aller jusqu'à 5 jours, on a une éruption donc qui commence au niveau de la bouche, l'intérieur de la bouche, et puis on va voir ça
sur la peau. Donc au début, c'est des petits boutons qui vont s'agrandir et donner des grosses vésicules. Donc les premiers boutons sont sur la bouche, c'est ça? On a un énanthème, donc on a c'est-à-dire une éruption au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, et puis on voit sur la peau des petites macules, des papules, donc des tout petits boutons. Tout le monde réagit de la même façon? Alors il y en a qui ne font même pas d'éruption. Il y en a qui font une fièvre, une fatigue pendant 2-3 jours et ça rentre dans l'ordre. Il y a d'autres personnes c'est la majorité des cas, qui font l'éruption. Donc ils font, c'est comme la varicelle, c'est comme la rougeole, c'est comme la rubéole. Le patient vient avec des boutons partout. C'est des vésicules. Donc c'est des grosses, c'est des gros boutons. Ça peut aller jusqu'aux pustules, c'est-à-dire c'est des vésicules. Les vésicules ont un contenu clair. Quand ça devient des pustules, ça veut dire que le contenu il est purulent, c'est du pu à l'intérieur et ça devient généralisé. On voit tout le corps qui est couvert, c'est comme la varicelle mais les boutons sont plus gros. Ça c'est pour les formes les plus connues, les plus communes. Malheureusement, ce qu'on redoute, c'est les complications. Chez certaines personnes, j'ai dit c'est entre 10% à peu près, et avec un taux de mortalité en général à 3%. Là, on va voir une surinfection de la peau, une déshydratation, surtout chez les enfants, les bébés, les personnes âgées, la pneumonie, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire, avec une détresse respiratoire possible. Il y a des personnes qui font une inflammation de la cornée, donc une kératite avec même un risque de cécité. Et ça peut aller jusqu'au cas extrême, c'est-à-dire une encéphalite, c'est-à-dire le virus, il va se loger au niveau du cerveau et le patient est admis en unité de soins intensifs et ça donne beaucoup de décès malheureusement. On a l'habitude de laisser le traitement à la fin, mais pour aller étape par étape, dites-nous docteur, que faire à partir du moment où on a ces signes? Alors, le problème c'est que il n'y a pas de traitement de la variole du singe. Il n'y a pas un traitement spécifique. Le VIH a un traitement, le paludisme a un traitement, il y a certains virus comme l'herpès qui a un traitement, mais que ce soit la variole du singe ou la chikungunya ou l'Ebola ou la fièvre jaune, ce genre de maladies n'ont pas de traitement spécifique. C'est-à-dire il n'y a pas une molécule qui va agir directement sur le virus. Donc ce qu'on a, c'est surtout un traitement symptomatique. Pour les cas les plus simples, les maux de tête, une fièvre, on va donner évidemment du paracétamol. Pour les bébés, il faut bien hydrater les bébés et les sujets âgés pour éviter les complications. Pour l'éruption cutanée, donc il faut nettoyer les lésions pour éviter que ça soit surinfecté. Parfois, on va donner des antibiotiques quand c'est surinfecté. Donc je dis que les antibiotiques quand il y a une surinfection, parce que c'est un virus. Le monkeypox c'est un virus, donc on donne les antibiotiques que quand il y a une surinfection. Bien sûr, s'il y a des formes graves avec une encéphalite, avec une déshydratation, l'hospitalisation en réanimation, en unité de soins intensifs avec une réhydratation. S'il y a une insuffisance rénale, on peut aller à la dialyse. S'il y a une anémie, on donne du sang. Donc c'est toujours un traitement symptomatique. Il n'y a pas de traitement spécifique à la variole, que ce soit la variole ou la variole simienne. C'est pour ça que dans ce genre de maladie, c'est la prévention qui est l'élément le plus important. Et si l'on parle du taux de guérison, docteur, dans le monde Alors le taux de guérison, il est au-delà de 80%. D'accord. Et c'est une guérison spontanée. Une guérison spontanée. Donc il n'y a rien à craindre. Okay. Dans la majorité des cas, soit on fait de la fièvre, des maux de tête, c'est léger, et courbe, comme une grippe, et ça rentre dans l'autre. Et on nous montre des images qui font peur en réalité. Parce que c'est une maladie. C'est vraiment désagréable. C'est une maladie réémergente. C'est une maladie africaine, mais qui risque d'être exportée en Europe, en Amérique, dans le Nord-Afrique, en Asie. Et c'est une nouvelle maladie, donc on a toujours peur. Mais tous ces boutons qu'on a dans le corps, à partir du moment où ça disparaît, est-ce que le corps redevient comme il était avant? Oui, il n'y a pas de problème. À part si on se gratte trop, ça peut laisser des cicatrices, mais comme pour la varicelle. Donc il faut faire attention. Si on fait attention, si on se coupe les ongles, surtout chez les enfants, si on se coupe les ongles, on se lave bien les mains, on risque pas d'avoir des complications. Mais le taux de cas graves, ça peut aller de 10 à 20%. Le taux de mortalité actuel, surtout dans cette recrudescence épidémique, il est aux environs de 3 à 3,5%. Ça veut dire quoi? Si j'ai 100 cas, j'ai 3 malades qui vont mourir. On va se dire, c'est pas beaucoup. Sauf que
Si j'ai 1 million de cas, donc c'est 30 000 personnes qui vont mourir. Donc c'est toujours, on a peur surtout de l'épidémie plus que de la maladie en elle-même. Mais est-ce que cette souche, docteur, comme on le lit sur plusieurs articles, est-ce qu'elle est la plus dangereuse à ce jour? Par rapport à la variole, oui, parce que on a une recrudescence épidémique. Cette maladie, on la connaît en Afrique depuis au moins 50 ans, avec des recrudescences. Ça part des petites épidémies. Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est l'épidémie actuelle, c'est le nombre de cas, qui est très important. Et quand il y a des variations épidémiques, ça nous pousse à chercher pourquoi. Pourquoi ça a changé? Est-ce que ça va changer dans l'avenir et devenir encore plus grave, encore plus contagieux? On a vu ça avec la Covid. Entre la première souche de Wuhan et la dernière souche, actuellement, c'est l'Omicron. On a vu que les caractéristiques ont changé. Au début, on avait surtout la perte de l'odorat, la perte du goût, avec des cas plus graves, mais moins de cas. Avec l'Omicron, c'était des cas qui étaient moins graves, mais avec un virus qui est beaucoup plus contagieux. Donc on a eu des millions de cas. Pourquoi est-ce que ça devient plus grave? Qu'est-ce qui renforce cette maladie ou ce virus? En fait, c'est l'histoire naturelle de la virologie. Les virus connaissent beaucoup de mutations. Et on a vu ça avec le VIH, qu'on connaît maintenant depuis 44 ans. Le virus mute. Contrairement aux bactéries, les virus peuvent avoir des caractéristiques. C'est pour ça que, par exemple, on a la grippe saisonnière, qu'on connaît chaque année, et puis, de temps en temps, on entend une grippe aviaire, une grippe porcine. Et ça, c'est dû à un grand changement. C'est un bouleversement au niveau de la génétique du virus. Et qu'est-ce qui fait le virus? Il va muter. Il va devenir soit plus grave, soit plus contagieux, soit moins contagieux. Donc c'est l'histoire naturelle de l'être humain, sauf que il faut toujours rester vigilant. Ce qu'on fait pour la grippe, c'est que chaque année, on recense quelles sont les souches les plus fréquentes de la grippe, est-ce qu'elles sont plus graves ou pas, et on fabrique toujours le vaccin contre la grippe qui change chaque année, parce qu'on va s'adapter aux souches. Pour la variole ou pour d'autres virus, il faut toujours une surveillance pour voir est-ce que le virus change de manière catégorique ou c'est des changements infimes. Donc un état des lieux pour commencer avec les chiffres les plus récents. D'abord en République démocratique du Congo, donc on a 11 000 cas recensés et 450 personnes décédées. Donc les autorités, les professionnels de la santé alertent. Les cas de variole du singe sont en très forte hausse, on vient de le dire. Donc aussi appelé virus monkeypox, la variole touche intensément la province de l'Équateur à l'ouest de la RDC. Pourquoi cette concentration, docteur? Alors il faut dire que les premiers cas enregistrés dans l'histoire de la maladie, c'était au Congo. Au Congo, à la République démocratique du Congo. Le pays a une histoire avec la variole. C'est malheureusement aussi le pays où on a découvert l'Ebola. Pourquoi? Parce que on a tendance à catégoriser, à mettre tous les pays africains dans le même panier, en parlant d'Afrique subsaharienne en général, alors que l'Afrique est immense et les caractéristiques des pays sont très différents. Le Congo n'a pas la même faune, la même flore, le même climat que l'Afrique du Sud. N'a pas la même faune, la même flore, la même composante animale ou la météo du Mali. Donc c'est normal que dans certains pays, on a tendance à voir émerger des maladies qu'on voit pas ailleurs et vice versa. Donc le climat joue un rôle. Bien sûr, le climat, la faune, la flore. Je vous donne un exemple. On a une maladie qu'on appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne. C'est une rickettsia, c'est une bactérie, c'est pas un virus. Et comme son nom l'indique, elle est méditerranéenne. On va pas la voir à l'intérieur de l'Algérie, de la Libye ou de la Tunisie. On va la voir dans le pourtour méditerranéen, donc les villes qui sont situées sur le pourtour méditerranéen, en Algérie, en Tunisie, en Égypte par exemple. Mais on va pas les voir au Congo, au Niger, au Mali, parce que c'est une caractéristique météorologique, caractéristique de la faune, de la flore. Maintenant, pour le monkeypox, vous savez très bien que ces régions-là,
ont une faune qui est très développée, notamment par rapport aux singes, par rapport aux animaux sauvages. Donc on a tendance à découvrir ce genre de maladie dans ces régions-là. Donc le premier hébergeur connu de cette maladie est la République démocratique du Congo. Donc c'est normal qu'il y ait une recrudescence au niveau de ce pays. Mais actuellement, il y a 15 pays africains qui sont touchés vraiment par cette maladie. On a signalé, j'ai les chiffres les plus récents, il y a quelques jours, 1451 décès dus à la variole du singe. C'est la plus grande épidémie qu'a connue le monde par rapport à cette maladie-là. Et ça depuis 2022, avec un taux de mortalité qui est de 3,9%. Donc on est pratiquement à 4% de taux de mortalité, ce qui est élevé pour une maladie infectieuse. On a parlé du taux de guérison, docteur, qui est élevé quand même. Donc pourquoi Parce que c'est le nombre de cas. Parce que c'est le nombre de cas. Quand on parle de 1451 décès, il y a quand même plus de 38 000 cas de variole. Plus, c'est comme pour la Covid. La Covid, le taux de décès, il est de 1%. À partir de quel moment ça devient mortel? En fait, si on ne traite pas? Non, c'est pas. J'ai dit qu'il n'y a pas un traitement spécifique. On a parlé du traitement. C'est les personnes les plus touchées. Plus on a un grand nombre de cas, plus on risque de toucher les enfants, plus on risque de toucher les personnes âgées, des personnes diabétiques, des personnes hypertendues, des personnes cardiaques, ou des personnes surtout qui ont une immunodéficience, donc un déficit immunitaire, notamment avec le VIH. Malheureusement, ces pays-là, le plus touchés, ont une grande incidence du VIH, donc on a des personnes qui sont immunodéprimées. Et l'immunodéprimé, dès qu'il est touché par la variole du singe, il est plus exposé à des formes graves et à des décès. D'accord. Il y a aussi le Burundi qui est touché, le Burundi qui est voisin de la RTC, donc la maladie se développe dans ce pays, fait craindre surtout l'émergence d'une nouvelle souche plus mortelle de ce virus. Bien sûr, parce que on a éradiqué la variole humaine. Là, la variole du singe, elle est en train de s'installer, d'avoir une recrudescence épidémique. Et comme je l'ai dit, tous les virus peuvent muter. C'est pour ça qu'il faut, bien sûr, prendre en charge rapidement les malades pour limiter la chaîne de transmission, mais aussi faire des recherches, faire des tests génétiques dans des labos très performants pour voir quelles sont les mutations. La Covid était une leçon pour l'humanité. Vous avez vu que à chaque fois il y a une nouvelle souche, elle a un nom, c'était le alpha, le bêta, le delta, l'omicron, etc. Parce que c'est des mutations spécifiques. C'est pour ça qu'il faut faire la même chose avec toutes les maladies virales. Dès qu'il y a une recrudescence épidémique, il faut étudier le virus, chercher des mutations et prendre en charge rapidement les malades pour casser la chaîne de transmission. L'Ouganda aussi a touché par la variole du singe. Après plusieurs pays d'Afrique de l'Est, le ministère ougandais de la Santé d'ailleurs a annoncé 2 cas de mpox, appelé le monkeypox, et alertons docteur. Oui, parce que on sait que ça c'est né en République démocratique du Congo, mais là ça touche une quinzaine de pays africains, la Tanzanie, même l'Afrique du Sud qui est éloigné du Congo, mais il y a beaucoup de cas comme le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Ghana, le Libéria, le Nigeria. Vous voyez que là, on a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, le Rwanda, et ça, c'est des chiffres du CDC Afrique, mais 96% des cas enregistrés sont en République démocratique du Congo, qui reste le premier et le principal foyer de maladie. Et c'est là où ça a été détecté la première fois, et c'est là où il faut vraiment agir en urgence. D'accord. Donc maintenant parlons, docteur, brièvement du diagnostic. Alors le diagnostic, il n'est pas simple. Il n'est pas du tout simple, parce que comme pour tous les virus, il faut des moyens. Donc c'est vrai que en général, le diagnostic est clinique, c'est-à-dire quand il y a un contexte épidémique comme ça, quand on voit l'aspect clinique, donc l'éruption, la fièvre, etc. Donc on fait le diagnostic assez facilement. Mais dans certains cas, parce qu'on n'oublie pas qu'avec la mondialisation, le développement des moyens de transport, une personne au Congo, demain elle est aux États-Unis, une personne au Congo, demain elle est à Hong Kong ou en Russie. Donc là, ça devient plus difficile de faire le diagnostic. Là, ce qu'il faut faire, c'est de faire les moyens de laboratoire, évidemment, qui permettent le diagnostic, soit en faisant un prélèvement au niveau de la lésion cutanée, c'est ce qu'on appelle une biopsie cutanée, faire soit une culture cellulaire, soit une PCR,
qui est l'examen de référence, qui est un examen rapide, qui est un examen fiable, c'est la PCR, comme on a fait pour la Covid, sauf que la PCR est très coûteuse. Il y a des pays africains qui peuvent pas se permettre de faire une PCR pour tous les malades, et c'est ce qui freine un peu le contrôle et le diagnostic de cette maladie. Donc le 11 juillet, l'Organisation mondiale de la santé avait lancé une alerte contre ce virus et encouragé les États à éduquer leurs citoyens sur la façon de se protéger, de prévenir le développement du Mpox. Donc, comme nous avions déjà parlé du traitement, parlons de la prévention. Alors la prévention, premièrement, c'est l'information, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Voilà. La sensibilisation, l'éducation sanitaire, que ce soit pour les patients, mais aussi pour le personnel de santé. On doit s'informer de l'état de santé de son pays. Si on connaît une épidémie, moi je suis congolais, j'entends qu'il y a une épidémie de variole du singe, je dois m'informer, je dois lire, je dois me préparer. Ça c'est la prévention, tout ce qui est information, sensibilisation, éducation sanitaire. Autre chose, c'est pour la prévention, c'est prendre en charge rapidement les malades, les isoler pour éviter qu'il y ait une chaîne de transmission plus importante avec beaucoup plus de cas. Et il y a la vaccination. Alors la vaccination, c'est pas une vaccination contre le monkeypox, c'est une vaccination contre la variole humaine qu'on a arrêtée en 1979. Sauf que quand il y a une recrudescence épidémique, on doit l'utiliser, on doit faire une vaccination de masse parce que il y a une protection croisée entre la variole humaine et la variole du singe. Donc il y a un taux d'efficacité d'environ 85%. Et c'est très intéressant. Et on a vu que les personnes âgées qui étaient vaccinées contre la variole, qui ont évidemment plus de 45 ans, ont été plus protégées que les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole. Donc il y a des vaccins contre la variole qu'on doit utiliser dans certaines zones s'il y a une recrudescence épidémique. Donc voilà grosso modo comment prévenir pour limiter, pas pour éradiquer, pour limiter cette maladie. Merci docteur, je rappelle que vous êtes infectiologue. Voilà, nous arrivons ainsi au terme de ce numéro. N'oubliez pas de nous écrire sur notre page Facebook et nos réseaux sociaux, Afrique FM, les maladies, les pathologies, infections dont vous voulez qu'on parle dans nos prochains numéros. Vos propositions seront prises en considération. Au plaisir de vous retrouver prochain mercredi en bonne santé surtout.